Bienvenue dans la plus grande vitrine de start-up bruxelloise. C'est ici à BX1, 4 initiatives de jeunes entrepreneurs qui vont être mises à l'honneur dans notre émission. Un point commun entre ces 4 entrepreneurs, leur goût pour la haute technologie, la tech. Et avec moi aujourd'hui, Mehdi Garcia, responsable de logiciels et de données chez YouWare. Aussi Nicolas Grosjean, partenaire de Wanit, Marvin Potier, cofondateur de Naki Power, et Nicolas Quintin, Data Chief et cofondateur d'Octave. Tous les 4 ont décidé de faire de leur passion un job, et tous les 4 sont centrés technologie, et comment on peut simplifier finalement notre vie de tous les jours. Et on démarre cette émission en faisant connaissance avec nos 4 invités et leurs initiatives. Ils vont chacun nous vendre l'initiative, l'entreprise pour laquelle ils sont là, durant un pitch de 20 secondes. Le premier à s'essayer à cet exercice, eh bien, c'est Mehdi Garcia. On vous écoute pour 20 secondes. Oui, donc chez YouWare, on développe un robot autonome sous-marin qui a pour but en fait de faciliter l'acquisition de données pour différents acteurs du monde sous-marin, donc que ce soit lié à la biodiversité ou aussi à tout ce qui est infrastructure, donc dans les ports, les bateaux, etc. Et donc, on fait ça grâce notamment à des coûts qui sont bien moindres comparés au secteur sous-marin habituel. C'est ça. Il y a déjà des robots qui existent, mais vous, le vôtre, il est plus performant. Vous allez nous expliquer tout cela dans l'émission. Vous, Nicolas Grosjean, vous allez nous parler aussi d'eau, mais d'eau chaude. Oui. Allez-y, vous avez 20 secondes. Exactement. Mais donc, dans un contexte comme actuellement où les énergies sont très chères et où il est absolument nécessaire de décarboner notre vie, on a chez Wanit décidé d'inventer un système qui maximise l'autoproduction d'énergie et l'autoconsommation de cette énergie en chauffant de l'eau avec des panneaux photovoltaïques de manière directe, sans devoir recourir à un système relié au réseau électrique. Eh bien, vous allez nous expliquer tout cela un peu plus en détail. Et vous, Marvin, on reste dans l'énergie avec des batteries de chez Naki Power. Allez-y, vous avez 20 secondes. Toujours ça, effectivement. Naki Power, c'est un service de batterie portable. En fait, on favorise l'accès plutôt que la possession. C'est très simple. Imaginez un QR code sur un cube. Vous scannez ce QR code et ça délivre une batterie portable qui ressemble à ça. Vous pouvez par exemple la prendre à Bruxelles et la redéposer dans un restaurant à Paris. Aujourd'hui, on a 2100 stations à travers une quinzaine de grandes villes européennes. Donc de batteries portables et mobiles. Et on reste aussi dans les batteries avec vous, Nicolas, et Octave. 20 secondes. Nous, on développe des systèmes de stockage d'électricité avec des batteries usagées de voitures électriques. Donc on va récupérer ce qu'on appelle des modules de batterie. On va les assembler dans des armoires électriques. Puis ensuite, on va piloter cette solution pour optimiser la gestion d'énergie de nos clients et réduire leur facture d'électricité. En fait, tous les trois, en tout cas, on parle batterie avec vous, on parle d'énergie, d'essayer de garder l'énergie électrique. Je vais peut-être commencer par vous, Marvin. C'est facile de maîtriser comme ça les batteries. C'est une technologie simple ou bien vous êtes arraché les cheveux? Alors, nous, c'est assez simple comme technologie. On le divise en 2 parties. On a la partie hardware, donc ce qui est batterie et station. Ça, on l'a externalisé. Et on a la partie software. Et ça, c'est fait en Suède et en Italie, toujours en interne chez Naki. Et on est en train de rapatrier notre équipe tech à Bruxelles, qui est notre siège. Donc c'était des développeurs plutôt qui se trouvaient en Suède, c'est ça que vous dites, et vous allez les ramener à Bruxelles. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que le projet initialement, en fait, est bruxellois. Alors même si Nicolas me le faisait remarquer, ça s'entend encore, peut-être que j'ai un accent français, mais ça fait 6 ans que je suis basé à Bruxelles. Mes associés, tous sauf un, sont bruxellois, et puis on se plaît bien à Bruxelles. Et voilà, donc tout doit se passer à Bruxelles. Alors Nicolas, justement, vous aussi chez Octave, vous êtes à Bruxelles aussi ? On est basé à Bruxelles, oui. Ouais. Et alors, vous, comment ça se passe au niveau technologique, cet aspect des batteries? Vous, c'est des grosses batteries, on ne parle pas de petites batteries. C'est ça, donc nous, on se focalise plutôt sur des grosses capacités. Donc en fait, on va travailler de nouveau avec des partenaires qui vont récupérer les packs de batteries de voitures. Ces partenaires vont démanteler le pack, vont analyser les différents modules, vont récupérer les modules qui sont encore en bonne santé. Nous, on va leur racheter en fait ces morceaux de batterie qui sont encore en bonne santé. Ensuite, nous, on va s'occuper du design électrique et mécanique de l'armoire électrique.
Et ensuite, on va rajouter la couche software en plus pour faire le monitoring de la solution et le pilotage du système. Ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle batterie usagée? Donc on essaye de construire en fait une solution qui est compatible avec plusieurs marques de voitures électriques. Donc effectivement un système qui peut être compatible avec des batteries d'une marque A, d'une marque B, etc. Alors, vous, dans votre cas, Nicolas Grosjean, est-ce que vous pourriez utiliser les batteries de voitures électriques ou bien pour transformer le photovoltaïque en eau chaude, on travaille avec d'autres types de batteries? Mais je ne sais pas, il faudrait qu'on puisse discuter. Vous ne vous connaissiez pas, hein? On ne se connaissait pas, non, ouais. mais il faudrait qu'on discute des caractéristiques techniques des batteries. Mais nous, en fait, notre batterie principale, c'est l'eau chaude. Donc on capte l'énergie solaire et on envoie cette énergie solaire directement vers un boiler qui chauffe l'eau et qui la maintient à température pendant le temps nécessaire à ce qu'on puisse puiser cette eau pour prendre une douche, pour faire de la vaisselle, etc. Et en fait, c'est cette eau chaude qui est tout le temps consommée. L'eau chaude est notre batterie. Après, quand le boiler a atteint une température donnée, et que les panneaux photovoltaïques continuent à produire, on peut dévier cette électricité vers des batteries qui vont alors permettre de réchauffer l'eau par après quand on en aura utilisé la nuit et qu'il n'y a plus de soleil pour ramener le boiler à température. Des batteries complémentaires à côté de l'eau chaude. Mais donc notre batterie à nous, c'est l'eau chaude. Oui. Et vous, l'eau chaude, c'est aussi, ça va évidemment intéresser des gens qui ont besoin d'eau chaude, du logement. On est parti de ce principe-là que tous les ménages avaient besoin d'eau chaude tous les jours. Et donc, quelle est une des manières faciles de stocker cette énergie? C'est de le stocker dans un ballon d'eau chaude. Et pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à cette idée? Parce que quand vous l'expliquez, là, on a l'impression que c'est l'œuvre de Colomb. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé tout de suite qu'il fallait relier le photovoltaïque à l'eau chaude? Mais parce que, jusqu'à présent, on a utilisé la technologie photovoltaïque, surtout dans un contexte qu'on appelle un peu techniquement de prosumeur, c'est-à-dire qu'on a une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit. Et quand on n'utilise pas la production des panneaux, on a la capacité de le réinjecter sur le réseau. Nous, on n'a pas besoin de réinjecter sur le réseau, on a vraiment une autoconsommation, donc l'énergie qui est produite sur le toit est utilisée dans la maison, avec directement. Vous, autonome et indépendant, en fait, chez Mais soi. c'est une des clés, en tout cas pour les grandes masses de consommation, d'avoir une conjonction entre autoproduire et autoconsommer. Alors vous, dans votre cas, Mehdi, quel type de technologie vous avez dû développer pour mettre au point ce robot sous-marin? Alors en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est que le monde sous-marin en fait est quand même globalement inconnu du grand public. Et malgré tout, ça n'empêche pas qu'on ait beaucoup d'interventions qu'il faut faire, donc comme je l'ai dit précédemment, de l'inspection d'infrastructures ou alors tout ce qui est attrait à la préservation de la biodiversité. Et en fait, nous, on s'est inspiré principalement de ce qui a été développé pour les drones aériens. Et on s'est dit que la meilleure solution de résoudre ces problèmes, c'était de transposer cette technologie qui est à l'heure actuelle très bien maîtrisée et la mettre sous l'eau, en fait. Donc c'est un drone sous-marin, c'est ça, finalement? C'est ça. Ouais. Et donc vous pouvez à la fois filmer, vous disiez récolter des données, c'est sous quelle forme encore? Oui, c'est ça. Donc principalement, on travaille effectivement avec des vidéos, puisque l'analyse est quand même plus simple. Encore une fois, il existe des tonnes d'algorithmes déjà existants qu'on peut réutiliser. Et à côté de ça, on peut récolter des données supplémentaires donc via des capteurs acoustiques ou alors aussi des capteurs environnementaux, donc relever l'acidité, le pH, etc. Alors on le voit sur les images, les tests que vous devez faire, difficile de les faire dans la mer du Nord, il fallait les faire plutôt en Méditerranée ou dans des mers chaudes. Hein? Oui, en fait, pour l'instant, comme on est encore en train de finaliser les blocs technologiques principaux, donc tout ce qui est attrait à la navigation autonome, etc., on s'est dit que c'était un petit peu plus simple de faciliter l'environnement dans lequel on teste pour qu'on puisse valider tout ça. Et puis après, si on veut aller en mer du Nord, en fait, on va avoir besoin principalement de capteurs supplémentaires, mais les gros blocs technologiques seront déjà là. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la croissance et dans l'évolution de UWare? Oui, justement, du coup, on est actuellement en cours de test et de validation dans ces environnements-là, donc dans ce qu'on appelle la navigation en mer ouverte. Et on a une deuxième phase de développement qui se profile, qui est vraiment attrait à tout ce qui est infrastructure, donc la possibilité de naviguer de manière autonome dans des ports, etc., pour effectuer tout type d'inspections qui sont nécessaires dans ces milieux-là. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de profils particuliers ou c'est du financement dont vous avez besoin? C'est quoi l'objectif d'aujourd'hui? C'est principalement du financement et aussi une meilleure visibilité du marché, en fait, parce que ça reste encore assez vague.
C'est un domaine relativement novateur. Il existe quelques solutions, mais qui sont déjà éparpillées aux quatre coins du monde. Et donc, il nous faut du financement pour valider tout d'abord notre produit et puis vraiment trouver le marché correspondant. Ça veut dire combien d'argent pour avoir un ordre de grandeur? On a besoin de combien d'euros pour développer cela? Nous, ici, pour l'instant, les investissements qu'on cherche, donc on a différents packages, évidemment, mais on est aux alentours des 500 000 euros, principalement, en fait, pour couvrir les frais de recherche et développement. Alors, Marvin, dans votre cas, vous êtes déjà un peu développé, on vous trouve même déjà sur le marché, dans pas mal d'endroits, donc vous êtes déjà beaucoup plus loin dans l'évolution de la start-up. Alors aujourd'hui, oui, Nenaki, c'est 30 équivalents temps plein qui sont répartis sur 5 pays. Et comme je le disais en introduction tout à l'heure, on a 2100 stations. Et ces stations, elles sont principalement en fait, dans des lieux publics. Donc ça peut être des aéroports, des gares, mais aussi des bars. Des fast-food aussi. Des bars, des hôtels, effectivement, des cafés, des restaurants. En fait, à peu près tous les endroits où il y a un flux de personnes important. Et vous, maintenant, l'idée, c'est d'être dans davantage de villes, davantage de pays, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on a 15 villes, une quinzaine de grandes villes européennes. L'idée, c'est que, donc à date, on a levé 6 millions et on va relever entre 6 et 10 sur Q3 2022. Donc là, on est en plein dedans. Et l'idée, c'est de consolider les villes dans lesquelles on est déjà pour vraiment asseoir notre position de leader. Alors, de votre côté, Nicolas Grosjean, chez Wanit, vous avez dit que vous êtes arrivé tardivement chez Wanit, juste cette année, vous. Moi, je suis arrivé au début de cette année, oui. Wanit en est à quel stade de développement? Et donc, le premier produit a été développé, il est maintenant terminé, et il tourne en projet pilote dans quelques endroits, et on commence maintenant la commercialisation. Donc vous tournez à Tournai, c'est ça? On tourne à Tournai, on tourne logement social, exactement, et chez des privés et aussi. chez des privés, et on commence à développer les ventes, et on va rechercher deux choses à l'avenir. D'abord, croître en termes commerciaux, donc atteindre plus de clients et de consommateurs, et puis aussi des projets de R&D pour pousser notre développement technologique vraiment à son stade ultime et pour qu'il puisse servir dans un nombre encore plus grand de cas. C'est-à-dire pouvoir industrialiser votre solution, et élargir notre segment commercial. Il y a combien de personnes chez Wanit aujourd'hui? Pour l'instant, on est 3 équivalents temps plein et demi. Oui. Et on va croître au rythme de nos développements. Et on recherche également du financement. On a la chance de pouvoir disposer d'un capital et de moyens qui nous permettent pour l'instant de nous développer, mais on recherche, et on a d'ailleurs remis des dossiers auprès de la région bruxelloise pour avoir des financements de recherche et développement. Et les financements, comme Mehdi Garcia nous disait aussi, on est dans un demi-million. Exactement. C'est ça, on est dans le même ordre. C'est ça, on a déjà été aidé par le passé pour les premiers développements par Innoviris. Et on remet également de nouveaux dossiers pour continuer ces développements. Alors Nicolas Quintin, chez Octave, ça se passe comment? À quel niveau d'évolution êtes-vous? Nous, on a récemment clôturé en fait, notre première levée de fonds. Et donc avec cet argent, on va faire deux choses. Première chose, on va développer plutôt la technologie, donc là, l'aspect plutôt R&D. Donc il y a un côté software et un côté hardware. Donc le côté software, on veut développer tout ce qui est monitoring. Donc on va faire un monitoring en temps réel de toutes les batteries qu'il y a dans notre armoire électrique pour connaître leur tension, leur température en temps réel et aussi pour étudier en fait leur comportement et leur dégradation au fil du temps. Étant donné qu'on travaille en fait avec des modules, des batteries de deuxième vie, des batteries de seconde main, en fait elles ont une durée de vie assez limitée. Pour nous, c'est très important de savoir en fait combien de temps elles peuvent durer. Et donc, on peut le prévoir, ça? Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place, donc des algorithmes intelligents en fait qui vont étudier la dégradation de ces batteries-là pour savoir en fait combien de temps ces batteries peuvent durer, et ça va nous permettre de mettre en place une maintenance prédictive et de remplacer les modules qui sont en fin de vie en fait, et les remplacer par des nouveaux modules en début de deuxième vie. Donc ça c'est une chose, et puis on a plutôt un côté hardware où on veut développer un système qui soit compatible avec différentes marques de voitures électriques, donc différentes batteries de différentes voitures. Et puis on veut aussi développer maintenant l'aspect commercial, donc on veut vraiment avoir un produit qui est standardisé, qu'on peut commencer à vendre en masse, en quelque sorte.
Et donc on se focalise vraiment sur un marché plutôt B2B, donc plutôt des PME ou des sites industriels qui veulent optimiser leur gestion d'énergie et réduire leurs factures d'électricité. Alors on parle énergie avec vous et je vais me tourner vers Marvin. On dit qu'il n'y a pas assez de batteries, qu'il n'y a pas assez de minerais, qu'il n'y a pas assez de métaux précieux. Comment est-ce qu'on va faire demain pour les batteries? Comment vous allez faire chez Naki Power? Est-ce que vous y avez pensé? Alors c'est un super point. En fait, c'est un des fondamentaux de Naki. On se dit que 100 personnes qui partagent une batterie, c'est moins pire que 100 personnes qui achètent une batterie ou un chargeur. Et c'est ça, en fait, la vraie raison de Naki. C'est que la batterie, c'est un bien qui est acheté de manière assez compulsive. Vous n'êtes pas levé ce matin, Jean-Jacques, en vous disant « je vais acheter une batterie portable ». Pas encore. Non. Voilà. Bon, mais c'est bien. En fait, on s'est dit que au lieu de l'acheter de manière compulsive, ce qui est un non-sens financier et un non-sens d'un point de vue ressources, nous, on va juste partager. On la prend à un endroit, on charge et on la repose. Un peu comme une voiture partagée ou un vélo partagé. C'est correct. C'est un peu la même idée. C'est correct. Et à côté, on peut avoir des batteries recyclées, comme chez Nicolas. Oui. Donc, les deux modèles peuvent coexister. Est-ce que vous avez une vision sur l'avenir du monde de la batterie, Nicolas? Oui. Et nous, on voit qu'on assiste à un boom de vente de voitures électriques. Donc, on se rend compte qu'il va y avoir un tas de batteries dans le futur proche qui vont devenir disponibles, qui vont en fait servir dans les voitures électriques, puis ensuite qui vont devoir être remplacées. Et ces batteries aujourd'hui qui sont remplacées, elles sont directement recyclées, alors qu'on pourrait en fait leur donner une deuxième vie. Donc nous, notre ambition chez Octave, en fait, c'est de participer à une économie circulaire, récupérer les batteries de la filière automobile et leur donner une nouvelle vie dans des applications stationnaires de stockage d'électricité. Et comme en fait aujourd'hui il y a aussi des enjeux géostratégiques. Donc l'Union européenne essaye de diminuer, d'augmenter son indépendance en ressources, en énergie, etc. Et donc développer cette filière de batteries en Europe. Je pense que c'est quelque chose de très important. Oui, surtout en cette période de guerre en Ukraine et de crise énergétique, ça vaut peut-être la peine. Alors justement, je me tourne vers l'autre Nicolas. Vous aussi, vous êtes dans un cycle vertueux aussi avec le photovoltaïque, l'eau chaude. On a l'impression que c'est vraiment aussi de la proximité. Oui, donc c'est vraiment un des grands défis du futur. Ça va être de stocker l'énergie qui est renouvelable et qui par définition est pas régulière. Et donc tous les moyens, et si possible les moins dommageables pour l'environnement, seront bons pour stocker cette énergie. On peut la stocker sous forme d'eau chaude. Il y a des technologies des barrages qui retiennent l'eau aussi. C'est un stockage d'énergie. Donc il faut vraiment utiliser tout le panel de solutions techniques, et les batteries et l'économie circulaire autour des batteries, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le stockage sous forme d'eau chaude, toute forme de stockage qu'on va pouvoir inventer pour l'énergie va être important pour justement assurer le déphasage entre le moment où l'énergie est produite par le vent et par le soleil et le moment où on l'utilise, souvent la nuit quand il n'y a plus de soleil et où il y a moins de vent. Alors, je sais que vous, c'est pas les batteries, c'est pas l'énergie, Mehdi, mais comment ça fonctionne votre robot en matière d'énergie justement? Est-ce qu'il a une batterie? Comment vous l'envisagez? Oui, exactement. Donc notre robot fonctionne avec une batterie électrique, donc une batterie lithium-ion. Et en fait, pour l'instant, effectivement, nous, c'est pas notre axe de recherche premier, mais notamment avec des initiatives comme Octave ou même Naki, pourquoi pas, on pourrait imaginer d'avoir des batteries aussi partagées, mais pour ce type d'application beaucoup plus spécifique. C'est ça, soit recyclées, soit partagées. Et quel est votre lien en matière de recherche et de technologie? Est-ce qu'il y a du lien avec l'académique, avec les scientifiques des universités? Oui, bien sûr. Donc déjà, moi-même et Saïri qui avons commencé dès le début chez UR, on a commencé en étant encore étudiants. Et on a toujours gardé ce lien très fort avec les différentes universités. Donc chaque année, on reçoit, allez, je vais dire aux alentours de 5 stagiaires, que ce soit de l'université de Bruxelles ou Louvain-la-Neuve. Donc on a un lien assez fort avec eux. Et vous les gardez, vous les engagez? On en a engagé certains, oui. Ouais. Ah, donc ça peut être une bonne idée de job, hein? Oui, bien sûr. Une bonne idée de stage. Chez vous aussi, Marvin, vous recrutez ce type de profil? Alors nous, on est aussi à la recherche de profils en région bruxelloise, parce que comme je le disais, c'est notre siège. Et alors c'est des profils qui sont un peu moins scientifiques que chez Mehdi. Nous, c'est plutôt des profils qui sont vente, opération ou marketing.
Et chez vous, Nicolas, vous recherchez des profils particuliers du scientifique, de l'académique? Oui, donc on cherche des personnes surtout avec un bagage technique aujourd'hui, mais également plutôt des commerciaux qui vont nous aider à déployer notre pipeline commercial et à vendre nos systèmes de batterie. On travaille aussi avec des universités, mais plutôt dans des projets qui sont subventionnés notamment par Bruxelles. Et donc là, on va faire un projet notamment avec la VUB pour installer des batteries qui vont supporter des bornes de recharge électrique pour des voitures électriques. Et vous parliez, Nicolas, tout à l'heure d'Innoviris, avec qui vous travaillez? Oui, donc Innoviris, c'est tout ce que la région bruxelloise met en place pour booster la recherche et le développement dans la région. C'est évidemment très intéressant. Et nous, on travaille aussi notamment avec l'ISIB, qui est l'école d'ingénieurs industriels de Bruxelles, avec lesquels on collabore pour les projets de développement technique notamment. Alors dans votre cas, comme ça intéresse comme le logement, car Bruxelles, le logement c'est un problème important, la rénovation et autres, est-ce qu'il y a aussi au niveau politique une volonté de se dire, tiens, peut-être une des solutions pour faire payer moins cher la facture d'eau chaude, ce serait peut-être de relier ça à du photovoltaïque? Mais donc les temps ne sont plus tellement à la subsidiation. Toutes les entités publiques en Europe et dans le monde ont des difficultés de financement. La crise est dure pour tout le monde. Donc les systèmes qui étaient subventionnés et qui étaient rentables grâce aux subventions, ça va plus durer et ces systèmes-là ne vont pas perdurer. En revanche, et notre système est dans ce cas-là, il n'a pas besoin de subsides pour être rentable et pour que l'investissement que représente un système One It qui est installé et complet un peu en dessous de 5 000 € soit économisé, ou en tout cas que l'investissement soit rentable dans une période en dessous de 5 ans. Alors je vais vous demander à tous les quatre, un peu pour terminer cette émission, à la fois votre objectif et aussi un peu votre avis, une cotation peut-être sur 10 pour l'écosystème bruxellois. Mehdi Garcia, s'il fallait donner une cote à Bruxelles, est-ce que Bruxelles est un bon écosystème? Oui, je pense que oui. Nous, la majeure partie de notre recherche et développement a été financée grâce à l'aide d'Innoviris également. Donc vraiment, on a été très chanceux de les avoir avec nous. Donc un très bien pour Bruxelles, pour vous. Et quel est votre objectif aujourd'hui chez YoWare? Du coup, notre objectif, c'est, comme j'ai dit précédemment, cette deuxième phase de développement, plus liée à tout ce qui est application industrielle, et préparer une première phase de production à petite échelle. Donc si vous avez besoin d'un robot sous-marin, d'un drone sous-marin comme on l'a dit, et que vous avez une utilisation industrielle, eh bien YoWare peut peut-être vous aider. Et vous, Marvin, d'abord la cotation de Bruxelles comme écosystème? Je vais donner une note sur 10, je dirais 7. Oui. 7 parce que la qualité de vie à Bruxelles est incroyable et donc c'est super d'entreprendre ici. Et les 3 points manquants, c'est principalement parce que on ne produit pas assez de talents en Belgique. Il y a vraiment un blocage au niveau des universités et il y a une tension au niveau du marché, qui est aussi vrai en Europe de manière générale. Il n'y a pas assez de monde, quoi. Il n'y a pas assez de monde. Pas assez de talent. Il y a pas assez de talent. Ouais. Et votre objectif chez Naki Power pour 2023, c'est quoi? Alors, l'objectif, c'est on va avoir entre 12 et 15 recrutements qui vont se faire principalement à Bruxelles. Et puis, on veut consolider notre position dans les pays dans lesquels on est. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et vous, Nicolas Quintin? Du coup, pour Bruxelles, je dirais moi 10 sur 10. On a reçu un retour très positif d'Innoviris, qui nous ont beaucoup aidés, et également de Hub Brussels, qui nous ont également beaucoup aidés. Donc nous, on existe depuis plus de 2 ans et on a reçu vraiment un gros support de la part de Bruxelles. Et nos objectifs pour le futur, c'est surtout la commercialisation de notre armoire électrique. Donc là, on a un produit qui est plus ou moins standardisé, qui fait environ 111 kWh. Et ça, aujourd'hui, on aimerait bien commencer à pouvoir le vendre en masse, en fait. C'est ça, n'oubliez pas l'armoire d'Octave. Et vous, alors, chez One It, quelle est d'abord la cotation de Bruxelles en écosystème? Moi, je dirais que c'est une grande 10, c'est certainement 8, si pas un peu plus. Et l'objectif? On a un peu le même souci de trouver des talents. C'est une rareté, c'est clair.
Maintenant, notre objectif, nous, on a vendu maintenant quelques unités. Alors, on va commencer par essayer d'en vendre quelques dizaines d'unités pour passer à quelques Ça, c'est centaines votre et objectif quelques personnel milliers. à vous, puisque vous êtes le commercial de l'équipe. Il faut mettre une organisation qui soit capable de faire ça. Ouais. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir partagé votre passion et votre start-up avec nous. On se retrouve lors d'une prochaine émission avec d'autres initiatives et d'autres start-up.